Bonjour à tous. Quelques 55 000 enfants naissent prématurément chaque année en France. Grâce au progrès de la médecine, ils sont de plus en plus nombreux à pouvoir vivre. Mais ces naissances sont souvent un choc pour les parents. Comment tisser le lien avec son enfant hospitalisé? Et quel rôle particulier l'équipe médicale joue-t-elle pour accompagner les familles? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. J'accueille tout d'abord Laurence Girard, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Votre dernier enfant, Zachary, est né à 7 mois. Et après plusieurs semaines de soins, il est rentré à la maison il y a tout juste 3 jours. Alors voilà. Merci de nous avoir rejoints. On verra d'ailleurs votre famille dans un reportage. Deuxième invité, le professeur Marcel Voyer. Bonjour. Bonjour professeur, vous êtes pédiatre, chef du service de néonatologie à l'Institut de puériculture à Paris, où d'ailleurs a été hospitalisé Zachary. Enfin, on retrouve notre chroniqueur Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Nathalie. Stéphanie. C'est pas grave. Pardon. Ça peut arriver. Alors vous nous apporterez votre éclairage sur cette question, puisque vous avez d'ailleurs vous-même été concerné directement en tant que papa. Tout de suite, alors on va voir, Laurence, comment vous avez vécu en famille cette longue naissance de Zachary. C'est un reportage de Tanguy Lecluse. Tous les jours, depuis plusieurs semaines, c'est le même rituel. Laurence vient faire le bain et donner le sein à son fils hospitalisé à l'Institut de puériculture parisien. Les seuls moments où je peux faire un peu quelque chose pour lui, c'est justement le moment du bain. Et puis après, je lui donne le sein. Et ça, c'est un grand moment d'intimité drôlement chouette. Et sinon, j'ai pas l'impression de beaucoup m'occuper de lui, le pauvre. Je voudrais faire plus. Zachary est né à 32 semaines, soit un peu plus de 7 mois de grossesse. Suite à une infection non détectée, Laurence accouche de Zachary. À la naissance, elle ne verra son fils qu'un très court instant avant qu'il ne soit transféré en réanimation. Au début, je ne savais pas trop comment lui parler, j'étais un peu bloquée parce que il dormait, donc il était sous sédatif. Finalement, j'ai quand même réalisé très vite qu'il réagissait à ma voix quand je lui parlais, quand je chantais. Et donc là, après, c'était beaucoup plus facile. Et après, je suis arrivée à lui parler comme je vous parle, ou à lui chanter, ou même à rire avec lui, beaucoup plus facilement, quoi. Le contact n'a pas été non plus facile à établir pour le père. Coucou. Cet environnement de la couveuse fait qu'on a du mal à lui parler. Mais bon, on se force un petit peu et puis on arrive à dire quelques mots, à essayer de l'encourager, lui dire quelque chose pour qu'il entende sa voix, enfin la voix du père. Et puis lui prendre une petite main ou un petit pied pour lui signaler sa présence. Depuis la naissance, Laurence essaye de mettre de la vie dans la chambre du nourrisson absent. On a essayé de créer un petit univers pour être avec lui. Alors on avait mis quelques photos. J'avais mis, ça c'était tout au début, quelques photos de lui pour l'avoir avec moi, pour tirer mon lait et en le regardant. Le mercredi après-midi est consacré aux visites de fratrie. L'aîné de la famille, Timothée, 5 ans, est très impatient de rencontrer son petit frère qu'il n'a pu apercevoir qu'en photo. Je t'aime, Zachary. Je t'aime, Zachary. Ah, ça c'est gentil. Mais tu vas lui dire en vrai tout à l'heure. Hein? Tu vas lui dire en vrai? Le moment est précieux pour les deux frères. Timothée a choisi comme premier cadeau une peluche, une façon de lui signifier sa présence. Ça va lui faire un gros doudou qui lui fait plein de câlins. Zachary vient compléter la famille dans 3 jours. Une arrivée attendue pour Timothée et Clémentine, 3 ans, qui ne l'a toujours pas vu. On a essayé d'expliquer, de dédramatiser. Donc ça, c'était une première étape intéressante. Je pense qu'après, l'arrivée du bébé va être important pour eux parce que c'est quelque chose qui sera plus abstrait. Le bébé sera vraiment à la maison. 55 000 bébés naissent prématurément en France chaque année, soit 6% des naissances globales. Alors Laurence, une réaction sur ce reportage. Votre petit Zachary vient de revenir à la maison.
Donc, ça y est. Mais ça fait 3 jours C'est qu'il est à la fini. maison et ça me semble déjà très loin tout ça. D'accord. Bizarrement, là, on a tellement hâte de reprendre un cours de vie normal. On oublie. Oui, j'ai envie de... Enfin, déjà, j'ai l'impression de plus courir partout parce que c'était la course permanente pour aller le voir le plus possible. Et là, j'ai l'impression que c'est calme, une vie normale. On est passé à autre chose. Professeur, une réaction, on a vu que, voilà, à la fois pour Laurence, pour son mari, pour les enfants, c'est tout un processus, hein, une arrivée prématurée d'un bébé. Déjà, l'arrivée d'un enfant à terme dans des conditions standards, c'est déjà un bouleversement. Ouais. Dans n'importe quelle famille. Et il faut que le plus jeune lui fasse sa place. Le plus vieux, il arrive, c'est pas le concurrent direct. Le plus jeune, il voit un concurrent direct. Il voit que papa et maman sont pas là pendant pas mal de temps, sont inquiets. Donc il faut qu'il métabolise tout ça. Oui. Donc C'est pas c'est simple. plus compliqué, beaucoup plus compliqué quand une naissance est prématurée que lorsque ça arrive chez un enfant à terme dans une fratrie. Mais c'est déjà, il y a des accommodements à faire quand c'est une naissance à terme. Oui, de toute façon. Laurence, alors vous avez tenu un journal de bord sur les semaines qui ont un petit peu été les étapes pour Zacharie de la naissance jusqu'au retour à la maison. Pourquoi ? Alors, je l'ai fait d'abord pour lui, parce qu'au début, j'étais un peu bloquée, comme je l'ai dit dans le reportage, parce qu'au bout de 5 minutes, je savais plus trop quoi dire, étant donné qu'il était sous des sédatifs. Et je voulais lui raconter tout ce qui s'était passé, parce que ça a été quand même assez mouvementé. Donc, vous écriviez, et puis vous lui lisiez Alors, au départ, le j'ai journal. voulu lui lire, puis après, j'ai pas eu le temps. Après, je l'ai fait manuellement, et je l'ai mis au propre qu'ensuite. Mais je l'ai fait pour lui tout de suite, et pour lui plus tard aussi, quand il sera grand. Et un peu également pour le personnel de l'hôpital, parce que j'avais l'impression qu'ils racontaient à l'enfant si papa appelait, si maman appelait, si ceci, cela. Et du coup, j'avais l'impression qu'ils étaient en demande d'information aussi de la famille pour pouvoir mieux entourer l'enfant. D'accord. Ah oui, ça c'est. Voilà. On reviendra justement à ce rôle très important de l'équipe médicale pendant toute la durée de l'hospitalisation. D'ailleurs, dans ce journal que j'ai lu, que vous m'aviez envoyé, vous avez parlé d'une deuxième naissance avec l'arrivée de Zacharie chez vous. C'est comme ça que vous l'avez vécu? Ah, complètement. Là, je ne sais pas quel âge il a. Là, j'ai l'impression qu'il a 3 jours. Je suis complètement... j'arrive pas à croire qu'il a déjà 5 semaines. Ça, c'est fréquent, professeur? Tous les parents. On ne sait pas très bien. Disent ça. Quand il est né, tous en fait. Tous ses parents. Quand la vraie naissance, c'est au moment où il rentre à la maison. Comment ça se fait, ça? Il se réapproprie l'enfant. Il y a une double... Le personnel soignant, même s'il essaie un peu un rôle de substitut parental, ce qui est difficile à vivre pour les mères. Donc, il le sait, même s'il essaye de ne pas trop le faire. Il n'est pas que soignant, il a des actes de soins. Mais il y a aussi un peu de cocooning, il lui parle, on va te faire ça, etc. Ça, c'est important, en fait, justement, d'aller au-delà du soin, que l'équipe médicale parle au bébé. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cet encadrement médical dans un lieu comme chez vous? L'ensemble du personnel soignant, c'est plus les infirmières qui sont en contact permanent. Les médecins, ils font leur examen, c'est des moments de la journée assez précis, mais tandis que les infirmières, c'est en permanence. Et c'est important de considérer ce nouveau-né comme une personne, comme un bébé. Et c'est ce que parfois les parents, madame, racontent très bien. Il était sous sédatif ou analgésique, il ne réagissait pas. Les parents le vivent comment, ça, de manière générale, ce contact avec le bébé? C'est difficile, c'est-à-dire que déjà, un nouveau-né, né à terme, ça dort quand même beaucoup. Là, en plus, ça dort plus, d'une part. Et en plus, comme il était malade, il avait eu des analgésiques et des sédatifs. Et puis, il y a des tuyaux, c'est assez impressionnant, en fait. Donc, il faut passer par-dessus l'objet de soin pour arriver à voir l'enfant derrière tous les tuyaux, comme vous dites, les électrodes. Les parents, et c'est pour ça que c'est le rôle des personnels soignants d'aider les parents à passer par-dessus ça. Voilà, faire abstraction. Le premier si on contact, puis après un peu plus. Il y a des parents qui mettent beaucoup de temps
pour arriver à passer par-dessus ce premier contact. Et Laurence, justement, vous, comment vous l'avez vécu, cette hospitalisation de votre bébé tout petit Je crois que la couveuse première chose qu'il faut dire, c'est que d'abord, on était très inquiets. Oui. Non seulement on s'y attendait pas, mais on était très inquiets, donc on se demandait s'il allait s'en sortir. Ce qui n'était pas garanti, évidemment, ça l'est jamais. Aucune garantie. Ouais. Et puis il y avait Timothée, l'aîné, qui posait beaucoup de questions sur la mort, etc. Donc déjà, ça c'est la première chose à gérer. L'équipe médicale vous a aidé pour ça? Vous avez eu des informations? On a assez peu vu l'équipe médicale. On a énormément vu les soignants, les infirmières puéricultrices, les médecins, on les a assez peu vus. Même si, bien sûr, ils étaient là derrière. Hein. Bon, il n'y a pas non plus de problème particulier concernant Zacharie. Il avait besoin d'assistance respiratoire, il était sous antibiotiques parce qu'il y avait une infection, mais sinon, il n'y avait pas de pathologie particulière. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en voyant votre bébé, que vous pouviez à peine toucher, peut-être pas une très grande frustration de ne pas pouvoir le toucher, le prendre dans mes bras. Vous avez eu l'instinct d'aller vers lui. Oui, pour moi, c'est vrai que ça aurait été mon premier, ça aurait été plus difficile. Le côté impressionnant, médical. Oui. Là, comme c'était pas mon premier, c'était quand même plus facile à appréhender que si ça avait été un premier. Mais une très grande frustration de ne pas pouvoir le prendre dans mes bras, le toucher. Enfin, si, j'ai pu le toucher par les ouvertures de l'incubateur, mais c'est pas pareil, quoi, que de l'avoir dans ses bras. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y a plein de tout le côté médical avec tous les tuyaux, tout ça, c'est très impressionnant. Professeur, c'est pour vous plus impressionnant pour la mère en particulier que le père, par exemple, ou pas? Il y a quelque chose de particulier qui se vit pour la mère? Je crois que c'est d'abord chaque couple est différent, et il y a des parents tous les parents sont impressionnés, mais certains parents ne sont pas impressionnés par tout ça. Par l'environnement technique. Étonnamment, certains parents sont presque rassurés. Enfin, je ne sais pas si c'est le côté guerre des étoiles qui fait que des gens, de temps en temps, même nous, on trouve que quand même, c'est pas facile toujours de voir l'enfant. Quand c'est à 32 semaines, s'il est assez gros, mais quand c'est un enfant né beaucoup plus prématurément, c'est plus difficile les grands prématurés, à le voir. Mais bon, je pense que c'est un peu... c'est propre à chacun, en fait. Propre à chacun. C'est sûrement plus difficile pour la mère que pour le père. Je dirais en tout cas statistiquement parlant, sans aucun doute. De manière générale. Est-ce qu'il y a plus d'enfants prématurés aujourd'hui en France? On dit qu'elle a remonté. Elle a remonté pour plusieurs facteurs. Parmi les facteurs, d'abord, les femmes font en moyenne leur premier enfant beaucoup plus tard. Ce qui peut accroître les risques de prématurité. D'accord. L'accouchement prématuré. Les grossesses multiples, qui sont une conséquence de techniques de procréation médicalement assistée, ont augmenté et augmentent le risque d'accouchement prématuré de manière indiscutable. Et puis on sait mieux dépister des populations à risque et on fait naître prématurément, volontairement, des enfants qui risqueraient de mourir in utero. Mais ça, c'est la prématurité moyenne, ou je dirais tardive, pas la grande prématurité, pour éviter une issue fatale ou éviter des conséquences, par exemple, d'un retard de croissance dans le ventre de la mère. Laurence, alors comment s'est passé ce quotidien de ces... Je crois que Zacharie a passé 5 semaines à l'Institut de puériculture. Vous y alliez tous les jours, j'imagine? J'y allais 1 ou 2 fois par jour. D'accord. Et j'étais très frustrée de ne pas y aller plus, de ne pas y être plus, et très frustrée de ne pas être plus avec les 2 grands, et très frustrée d'avoir rien le temps de faire à la maison. Donc c'était la course permanente. Là, voilà. Et les contacts avec le bébé, vous le disiez dans le reportage au début, il était sous sédatif. Oui, ça s'est très vite amélioré en fait. Ça s'est développé. Oui, parce que très vite, il a réagi, même par téléphone. Une fois, il a réagi à ma voix, avec la soignante à qui je parlais, une fois à 3h du matin pendant que je tirais mon lait. Il a entendu ma voix et il a chouiné jusqu'à ce que je lui parle. C'était très étonnant. C'est très réconfortant pour la maman. D'accord. Et alors après, on a vu votre petit garçon qui est venu. Là, ça a dû être un moment évidemment important. C'est une chose extraordinaire qu'offre l'Institut de puériculture de Paris, là, de permettre aux frères et sœurs de pouvoir venir
dans la salle où est soigné l'enfant pour le voir. Alors bon, à partir de 3 ans, donc il n'y a que Timothée qui était concerné. Il a pu jouer avec un incubateur de démonstration, bien sûr. Hein, et puis du coup, c'est devenu un peu ludique, ça a dédramatisé la chose. C'était plus concret. Voilà, et puis il a pu faire un gros câlin à son petit frère. Et là, il était aux anges. C'était merveilleux. Professeur, alors les parents sont associés à tout ce processus, les parents, les enfants. Mais c'est pas du tout anodin. Oui. Que certains vous disent la visite des frères et sœurs, c'est rien. C'est important. C'est pas vrai du tout. Oui, et c'est important et il faut l'encadrer parce que c'est pas simple non plus pour le frère ou la sœur. On a mis une limite qui est de 3 ans après discussion avec les pédopsychiatres en disant au-dessous de 3 ans, c'est encore plus compliqué. C'est pas simple. Il faut expliquer à l'enfant. Il faut expliquer à l'enfant. C'est pour ça qu'il y a un entretien préalable avec. Ça, c'est chez vous avec des médecins et pédopsies. Oui. Ils font des dessins. Ils expliquent comment ils l'imaginent. Ils vont aller le voir. Ils vont le toucher et ils vont revenir. Et ils vont expliquer ce qu'ils ont vu. C'est très encadré. Et l'encadrer pour dédramatiser des situations qui se révèlent parfois assez dramatiques. Ça se passe bien la plupart du temps, mais c'est pas si simple que ça. Pas toujours. Alors si ça peut être trop violent pour l'enfant. Si vous laissez rentrer comme ça, vous apercevrez probablement de rien, sauf de temps en temps un enfant qui sortira en larmes, ou un autre qui hurlera, ou un autre qui va devenir agité. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est aussi un problème quand c'est des enfants, quand c'est des couples recomposés avec des enfants plus vieux. À ce moment-là, les enfants qui ont à l'âge de la puberté se trouvent confrontés à leur propre sexualité, à la sexualité de leurs parents. Donc là aussi, c'est pas le même encadrement, mais c'est pas non plus anodin. D'accord. Donc tout ça est bien pensé. Il y a une question quand même autour justement de la présence des parents. Depuis quand est-ce qu'on les associe à ce processus de guérison du bébé ? Je veux dire, mon patron, qui était le professeur Sadje, avait été chef de service de pédiatrie à Saint-Vincent-de-Paul, puis à Dakar. Et à Dakar, la condition qu'il avait mis pour hospitaliser un enfant, c'est que la mère reste avec. Ça, c'est essentiel. C'était vital. Voilà. Quand il est revenu ici, il a dit, mais c'est pas possible, les parents ne rentraient pas dans les services de néonatologie. Et il a fait rentrer les parents dans le premier. Et peu de temps avant sa mort, il m'a rappelé qu'il n'avait reçu un nombre de lettres et de coups de fil incendiés en lui disant « T'es fou, tu vas t'exposer ». Alors il m'a dit « J'ai tenu mot parce que ça me paraissait impensable ». Ce qui nous paraît aujourd'hui aussi impensable. D'accord. Et en quoi c'est important que les parents soient là Parce que c'est en contact avec le bébé. Quand une femme accouche prématurément, c'est impromptu, c'est pas prévu la plupart du temps. C'est parfois un peu contre nature, quoi. Et donc elle a du mal. Parfois, elle n'a pas l'impression d'avoir accouché. Il faut la filiation, je dirais, c'est pas inné, ça se crée au jour le jour. Il faut le permettre. Sinon, il faut que les liens se créent. Voilà, c'est ça. Il faut leur permettre de s'entretenir. Et ça, c'est essentiel. Et bon, c'était peut-être aussi une époque où c'était quand même déjà, la psychiatrie du nourrisson était déjà bien en cours, mais la psychiatrie du nouveau-né n'était pas encore très connue. Et maintenant, on travaille sur l'attachement au cours de la grossesse, avec les modifications que peuvent entraîner justement toute l'imagerie qu'on voit in utero, qui change aussi un petit peu le rapport, même s'il ne le change pas fondamentalement. Vous aviez des rôles un peu assignés pour cet enfant ou non? C'est-à-dire quand vous étiez sur place, on vous demandait de faire certains soins ou pas? C'est à la carte. Je dirais que c'est à la carte. Un des premiers jours, on m'a demandé si je voulais rester là pendant une prise de sang. Moi, j'étais contente de pouvoir lui tenir la main et d'être un petit peu là pour le soutenir pendant qu'on lui faisait quelque chose de désagréable. Bon, cela étant,
s'est fait avec un petit calmant pour un petit analgésique. Mais oui, moi j'avais envie de participer le plus possible. Ouais. J'ai essayé de manquer aucun bain ou presque parce que c'était tout ce que je pouvais faire. J'étais contente de le faire. Et on vous avait montré justement comment faire avec un tout petit. Ah oui, ça sur nous a place. très bien montré. Ouais. Puis on est très encadré, hein, donc il y a toujours quelqu'un à notre disposition si on a besoin. Et professeur, quand est-ce que le bébé peut quitter l'hôpital? C'est quoi les Quand il est critères de autonome. choix? Quand il est La autonome. respiration notamment. La respiration, Voilà. bien sûr, et puis téter quand même, tous ces biberons. Sinon, il faut envisager une hospitalisation à domicile, ce qui n'est C'est un encore, autre problème. Compliqué. Quelles sont les séquelles possibles de la prématurité? On les connaît? Est-ce qu'elles se découvrent éventuellement plus tard au cours de la croissance de l'enfant? On les connaît. Et tous les parents, quand ils ont un enfant qui naît prématurément, sont inquiets de ça. Et c'est, même s'ils ne le disent pas, ils vont sur Internet, ils entendent. Ouais. Donc tout le monde, il y a des séquelles de la prématurité, surtout de la grande prématurité. Ça peut être des séquelles motrices. Donc ces enfants font l'objet d'un suivi particulier dans les Ils premières font- années de leur vie? Surtout quand il y a des situations à risque, oui, on les suit. Il y a des suivis réguliers pendant la première enfance. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors Jean, je crois que ça vous a aussi concerné personnellement, hein. Vous m'aviez dit que deux Ah de oui. vos enfants sont nés prématurément. Les 2 enfants sont nés prématurés, c'était dans le début des années 70 et les choses ont bien changé. Je vous ai écouté avec un très grand intérêt tous les deux. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé, mais qui était sous-jacent à tout ce que j'ai entendu, c'est le mot amour. Et il faut bien se rappeler que la croissance d'un enfant suppose l'amour de ses parents. Moi, je me rappelle très bien pour le premier prématuré, on n'y avait pas accès, on ne pouvait pas le toucher, on ne pouvait pas lui parler. Il était remarquablement suivi. Et un jour, le médecin, alors qu'il pesait 2 kilos, qu'il était à peine autonome, m'a dit, écoutez, on ne peut plus rien pour lui. Maintenant, il a besoin de l'amour de ses parents. Extraordinaire phrase. Et donc, on a récupéré un petit bonhomme qui pesait 2 kilos et il ne grossissait plus. Et à partir du lendemain, il a pris 40 grammes par jour. Ce qui était absolument sidérant. Ouais. C'est quelque chose qui nous a fascinés. Alors, je me rappelle aussi que, voyez-vous, quand la médecine est au service de la vie, et donc qu'elle est au service de l'amour, on voit des choses absolument extraordinaires. Je me suis régalé en vous écoutant. Et je pense que quand un enfant est prématuré, les parents qui vivent une épreuve ont besoin de pouvoir faire totalement confiance à la médecine. Il faut se remettre entre les mains de gens qui ont la compétence pour soigner notre enfant prématuré. Et quand la médecine est au service de la vie, c'est beaucoup plus simple. Oui. Moi, je me rappelle qu'on était dans une très grande confiance dans le corps médical qui était Ça rassure. impressionnant et qui était exemplaire. Et puis après, je crois qu'il faut... Vous avez parlé des séquelles des prématurés. Je crois aussi qu'il faut que l'on entoure les parents pour les amener à ne pas imaginer tout et n'importe quoi, parce qu'il y a toujours cette crainte. Et je me rappelle un jour notre pédiatre qui nous a dit, je revois très bien, pourtant ça fait 40 ans, presque 40 ans, qui au cours d'une consultation nous a dit à la fin de la consultation, bon maintenant c'est fini, on n'en parle plus de prématuré. Ne vous laissez pas avoir par tout ce que vous entendrez, c'est terminé. Et ça a été pour nous d'une très grande aide pour dire, ben maintenant voilà, l'affaire est classée, on ne va pas se mettre à imaginer des tas de choses, s'il y a un problème scolaire ou n'importe quoi, il faut qu'il soit vu et aimé comme un enfant, comme les autres. La prématurité est un état transitoire. Est un état transitoire et je pense qu'il faut le rappeler fortement parce que... Ça peut stigmatiser l'enfant.
Oui, puis surtout, ça peut inquiéter durablement les parents et donc les handicaper dans une relation d'amour. Et inquiéter l'enfant, du coup. D'une relation d'amour et d'une relation qui est simple. La médecine fait des prouesses et après ça, ben voilà, c'est un état transitoire comme vous venez de le rappeler. Je suis personnellement émerveillé de voir les progrès qu'on a fait pour permettre cet exercice d'amour entre les parents et les enfants, entre les frères et sœurs et leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Et ce que vous avez dit sur le manque la difficulté de cette relation, par exemple avec l'enfant, montre bien que l'amour est quelque chose de délicat et quelque chose de complexe. Donc vraiment bravo à la médecine. Merci à tous les trois. Et pour poursuivre sur ce sujet, un livre, Un étrange petit inconnu, la rencontre avec l'enfant né prématuré, d'Ayala Borghini et Carole Muller-Nix, qui est paru aux éditions ERES. Enfin, pour retrouver cette émission, bien, je vous renvoie au site ktotv.com. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, au revoir.